Et donc, c'est la chronique du vendredi. Ah non, zut, c'est encore vous, Alexandre. Je vous expliquais que j'aimais bien l'idée de rester concentré sur un seul sujet dans la majorité de la chronique, parce que je n'hésite jamais à vous donner d'excellents conseils du haut de mes vieux ans. Vous étiez assez d'accord et je me demandais si vous aviez suivi mon conseil cette semaine. Alors bonjour Richard, je n'ai pas du tout suivi votre recommandation pour cette semaine, n'ayant pas trouvé de sujet aussi marquant, aussi passionnant que les espèces exotiques invasives. J'ai donc trouvé une bonne douzaine de sujets qui partiront un petit peu dans tous les sens, mais si vous avez aimé les nouvelles animalières la semaine dernière, eh bien sachez que d'abord sur l'île de Molène en Bretagne, eh bien elle est envahie par les chats sauvages qui, je cite le magazine Science et Vie, ont pris le contrôle de l'île. 90 chats sauvages pour 160 habitants. Cela pose au moins la question de la responsabilité d'Emmanuel Macron avec son plan de répartition de l'insécurité sur le territoire français. Autre info phonique de la semaine, la ville de Châlons-en-Champagne a réalisé un important investissement pour la modique somme de 30 000 euros. Il s'agit d'un pigeonnier contraceptif, donc un brave nid qui empêchera ces pauvres pigeons d'avoir des gentils pigeonneaux. Pour détester autant les pigeons, le maire est sans doute un électeur déçu de Nicolas Sarkozy. Je sens que ça va être encore très simple à titrer cette affaire. Et hâte de voir les transitions que vous allez faire. D'ailleurs, sans transition, vous avez regardé la télé ces derniers jours ? Cher Richard, chers auditeurs, saviez-vous que Léa Salamé était au JT ? Oui, Léa Salamé, la journaliste Léa Salamé, la même Léa Salamé qui animait autrefois d'autres émissions de Léa Salamé est au JT. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, non, je parle bien de Léa Salamé, celle qui est au JT. Mais ce n'est pas seulement la Léa Salamé du JT dont il faut parler, c'est aussi la Léa Salamé qui est la copine de Raphaël Glucksmann, la Léa Salamé qui a vécu une enfance difficile. Parce que oui, Léa Salamé ne s'est pas toujours appelée Léa Salamé, vous le saviez ça ? Donc voilà, tout le monde parle tout le temps de Léa Salamé, beaucoup moins de son papa, Ghassan Salamé, parce que oui, derrière la belle histoire des contes des mille et une nuits, d'une ascension sociale méritocratique face au racisme des sales fachos français, eh bien, il y a aussi ce gentil papa ministre de la culture du Liban, membre éminent de la grande bourgeoisie parisiano-libanaise, comme les années 70 savaient en produire, mais sans doute qu'elle ne doit rien à ce pauvre vieux Ghassan et qu'elle a tout fait par elle-même sans jamais utiliser ses ressources financières ou ses contacts, on la croit. Continuons sur l'actualité des célébrités que nous rapportent les torchonnets, comme nous appelons ici les paparazzis. Qu'avez-vous fait pendant les vacances, ou plutôt qu'est-ce que les torchonnets ont pu-ils écrire pendant les vacances ? Attendez que je regarde. La une, par exemple, une de Paris Match, 24 juillet, par exemple. Ah non, Léa Salamé. Bon, on va. Désolé, je vais regarder ailleurs. Alors ouais. Bon, voilà, il y avait Closer. Bon, Closer, par exemple, fin août, histoire de coller un peu à l'actualité. Pour une fois, ça changera. Et bon, alors qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, chers auditeurs. Cher Richard, ça donne une magnifique une avec Gabriel Attal en maillot de bain, torse contracté, à la plage, en train de mettre de la crème solaire sur les épaules de la chanteuse Joyce Jonathan. Alors, là, je dois être honnête. Quand j'ai vu ça, Gabriel Attal est remonté de 10 points dans mon baromètre des personnalités politiques préférées d'Alexandre de Galzin. À ce moment-là, ce n'est pas le journaliste politique à la langue acerbe et à l'intelligence vive que vous connaissez bien qui s'exprimait. C'était le séducteur littéraire à l'œil aguerri et aux douces paroles qui vivait en moi. Parce que pardon, mais Joyce Jonathan quand même, belle, brune, grande, joli regard, sourire enjôleur, un air à la fois gentil et insolent, moi je dois être honnête, c'est tout à fait mon style. En plus, elle chante, alors autant vous dire qu'avec ça, elle marque des points, et Gabriel Attal, comme ça, à la plage, avec elle, mais c'est pas tout, écoutez plutôt. C'est magnifique. Voilà, donc en fait, ils font un duo, en plus le bougre, il chante pas trop mal quand même, faut voir son regard à elle quand lui il chante, non vraiment j'étais en train de ranger au placard mon admiration pour Jordan Bardella qui fait tomber en pamoison toutes les gamines de province de 15 à 25 ans. Là, c'était du grand sport, faut l'avouer. Cher subordonné, vous m'avez l'air d'avoir succombé à une opération de communication. Oui, mais ça, à la limite, je vais vous dire, Richard, je m'en moque un peu. Sur le principe, c'était trop fort. En fait, regardez, si je fais une opération de communication, en embrassant Anna de Armas, Kate Middleton ou Delphine Vespizer, il y aura quand même le beau geste, admettez-le. Bon, voilà, donc vous voyez, mais le problème, c'est que, je dois l'admettre, toute mon admiration pour ce séducteur qu'est Gabriel Attal s'est effondrée, pourtant. Elle s'est fait effondrer au moment où je me suis rappelé qu'il était homosexuel. Et ça, c'est dramatique, cette admiration enfuie. Et il est retourné à la politique depuis, Gabi ? Oui, mais il doit défendre François Bayrou, alors autant vous dire que c'est pas la joie. Il est un peu comme nous, en fait. Après un mois de soleil et d'été, qui nous tapons la sale pluie parisienne et 10 degrés de moins, les aubes sans lumière et les nuits sans sommeil. Et pauvres ouvriers de l'information, nous trimons chaque jour pour vous offrir un peu d'actualité que vous noierez bien vite dans le néant des informations incessantes qui inondent notre cerveau, chers auditeurs. Alors, nous revenons le soir, faibles créatures besogneuses, dans notre logis trop petit et sans jardin, pour nous adonner à l'ivresse des sens, seul moyen d'oublier notre lent éloignement du soleil. Vous êtes journaliste à Radio Courtoisie, Alexandre, pas mineur de fond dans Germinal. Pardonnez-moi Richard, c'est ce manque de soleil, ça me donne le bourdon. On prend tellement de vitamine D, on est tellement heureux pendant l'été. C'est pas possible de délocaliser les bureaux de Radio Courtoisie en Corse ? Non. Bon, je reviens à la politique alors. Bon.
Il y a un sondage très intéressant qui a été publié hier. Les sondages, c'est génial. Ça nourrit l'information continue et ça veut rarement dire grand-chose. Quand ça nous arrange, on les retient. Quand ça nous arrange pas, on les oublie. Et au jour d'aujourd'hui, cette société moderne est pleine de relativisme. Ça fait réfléchir. Plus personne ne croit en rien. Les politiques sont tous pourris. Les jeunes ne travaillent plus. Si c'est vrai, c'est très grave. Il n'y a plus de saison et c'était mieux avant. Mais pardon, je m'égare dans les méandres d'une pensée politique trop complexe pour être jeté ainsi à la volée. Donc reprenons. Un sondage très intéressant donc. Emmanuel Macron est descendu à un niveau historique de 15% d'opinion favorable. Alors forcément, chers auditeurs, votre première réaction à cette annonce, c'est sûrement de vous réjouir, de jeter un caillou sur l'Elysée ou de brûler un drapeau européen acheté 15 € sur le site du Parlement européen. Mais moi, ça m'a rendu très soupçonneux. Alors, 15% de confiance, ça signifie une personne sur 7. Adèle, Maëlys, Liselotte, Louis, Arnaud, Richard, moi-même, 7 personnes. La conclusion est implacable, il y a un intrus, une personne qui fait confiance à Emmanuel Macron dans la rédaction. Alors hier, en ouvrant ma 4e bouteille de Saint-Nicolas de Bourgueil, je me suis assis face aux ténèbres et j'ai mené mon enquête. Déjà, me sachant tout à fait innocent, je me suis innocenté. Ensuite, Adèle, trop gentille, son esprit bon et généreux serait incapable d'un tel crime. Maëlys, chers auditeurs, si vous entendiez ne serait-ce que le quart du commencement des propos qu'elle tient hors caméra, je vous garantis que vous vous débarrasseriez de tout soupçon. Liselotte, peut-être bien, j'y ai pensé, mais elle déteste les Labrador Retrievers, qui est pourtant le chien d'Emmanuel Macron, Nemo. Louis, alors ? Il a fait 5 ans de prison pour avoir tagué sur les murs de l'Elysée « Brigitte remonte ta braguette ». Pas crédible. Arnaud, peut-être, mais regardez-le, je le vois rire derrière sa vitre, il sait très bien qu'il sera incapable de faire confiance à Emmanuel Macron. En plus, je lui dois 2500 € pour de sombres histoires de trafic de graines de chien, donc je vais pas non plus l'accuser non plus. Enfin, mais alors, qui ? Qui est l'intrus ? Qui est le traître ? Qui offre le plus d'exposition à Emmanuel Macron sur cette antenne ? Qui lui consacre une chronique entière chaque semaine ? Qui cite ses paroles presque tous les jours à chaque entretien ? Qui commente les moindres faits et gestes de Macron ? Qui diffuse des audios de Macron ? Qui insiste qu'on évoque Macron dans les décryptages et les flashs d'actualité ? Qui suit sur Twitter le compte @j'adore Macron ? Alors Alexandre, mais dites-nous qui fait confiance à Macron dans l'île Ne droite. faites pas l'innocent, Richard, c'est de vous dont je parle et vous le savez. Qui de mieux que vous, l'éternel royaliste, l'érudit anti-républicain, le sémillant conservateur, pour être un agent double du macronisme ? Allez, révélez tout, vous êtes démasqué. J'avoue tout, Alexandre, arrêtez. C'est vrai, ça fait 15 ans que je travaille pour Emmanuel Macron. Je dois tout vous dire maintenant, je m'appelle en fait Jean-Michel Trogneux et j'ai tenté de prendre le contrôle de Radio Courtoisie pour le transformer en BFM Courtoisie. Vous avez percé à jour mon secret machiavélique, je suis perdu. J'imagine que vous consolerez en vendant au honte prix de 14,90 € Les belles-mères sont-elles de droite aux éditions de la Nouvelle Librairie. Mais bon, trêve d'histoire, c'est retenu, nous en parlerons avec Pierre-Alexandre Bouclet, nous laverons notre linge sale en famille. J'imagine donc que vous allez lumineusement trouver une transition pour passer à un tout autre sujet. Et d'ailleurs, sans transition, quelle nouvelle de François Bayrou ? Bayrou, explosion. Bayrou a tout sabordé, Bayrou a tout fait sauter, Bayrou c'est un peu le pirate dans Astérix qui voit les Gaulois arriver et qui prend sa hache pour couler le navire pour ne pas donner à Obélix la satisfaction d'arracher le grand mât. Alors plus Bayrou, mais qui pour remplacer Bayrou ? Alors je me suis renseigné, j'ai fait un travail journalistique de haute volée. Dans le Figaro, on apprenait notamment que Macron cherchait, je cite, le profil le moins urticant. Et devinez qui est cité dans l'article ? Le pharaon Jean-Louis Borloo, pharaon parce qu'il a vraiment quelque chose de la momie sortie d'une pyramide égyptienne qui reviendrait nous hanter. Le problème, c'est que les macronistes, plus des républicains, ça ne suffira pas. Alors, c'est la piste d'un membre du Parti Socialiste qui est étudiée. On est alors face à un cas complexe. D'un côté, les républicains de Laurent Wauquiez, qui a perdu mais qui préside le groupe à l'Assemblée nationale, ont déclaré qu'ils ne censureraient pas un Premier ministre socialiste. D'un autre côté, les républicains de Bruno Retailleau, qui a gagné le parti mais qui veut garder sa place à Beauvau pour ne la perdre en la claquant de manière vraiment énervée, pas comme sur l'Algérie, sur un jeu vraiment déterminant comme par exemple pour l'avenir du pays, comme par exemple l'autonomie de la Corse, bon, et ben ces républicains-là, eux, ils voteront pour la censure d'un gouvernement de gauche. Mais bon, admettons que ce soit les républicains qui soutiennent celui qui a perdu les élections des républicains qui l'emportent dans cette affaire. Alors quel socialiste ? Olivier Faure, le patron du parti qui a gagné avec 50,1% des voix ? C'est impossible. Il est trop copain avec Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon, ça a peu de choses près s'attend, donc pas Olivier Faure. Alors, dites-nous Alexandre, dans ce cas, qui préconiseriez-vous pour remplacer Bayrou à Matignon ? Réfléchissons. Il faudrait un socialiste donc, mais pas trop à gauche. Quelqu'un qui a une solide expérience politique, histoire de pouvoir manœuvrer au milieu de ce vénéneux marécage politique. Il faudrait un homme qui soit d'un côté suffisamment sécuritaire pour la droite, mais qui est pas, qui serait passé par le ministère de l'Intérieur, mais avec un côté social pour plaire à la gauche. Quelqu'un qui aurait été maire d'une ville populaire, par exemple. Bon, il faudrait un homme avec de l'ambition pour contrecarrer les aspirations d'Attal et de Philippe, mais qui n'aurait plus rien à perdre. Un homme ferme sur la question de la laïcité, mais peut-être d'origine étrangère. Mais cet homme miracle qui dénouerait tous nos problèmes politiques, qui apporterait la stabilité dont la France a tant besoin, qui est-ce ? C'est Manuel Valls. Ah !
Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. On arrive à la fin. Alexandre, pitié, ne faites pas une nouvelle promotion de mes livres. En conclusion, je croule sous les commandes. Ma maison d'édition n'a plus de papier. Alors Richard, vous savez que je n'ai déjà aucune appétence pour la lourdeur et le comique de répétition. Non mais un conseil de lecture serait de bon aloi, ceci dit, vous avez raison. On est une radio culturelle après tout, donc je vous recommande donc le prochain ouvrage de Marine Tondelier qui s'appelle Demain si tout va bien, et ça sort chez Albin Michel. Alors je vous lis une petite description alléchante, hein. Dans ces pages pourtant, nulle injonction ni message d'angoisse, mais une pensée ouverte, vivante, sensible au service d'une conviction sincère et forte. La politique, c'est pour tout le monde. C'est très beau, ça a l'air formidable. Quand est-ce que le livre va sortir ? Le 1er octobre, comme le prochain livre de Richard de Sèze. Merci beaucoup Alexandre.